dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Et pour entamer cette année 2024 sur les marchés, le thème de cette première émission est consacré à la sphère émergente. Et qui dit émergent dit Chine, évidemment. Nous en parlons avec Bruno Vanier, président de GMO Assets, à mes côtés en plateau. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Merci beaucoup, spécialiste de l'investissement dans la sphère émergente, à travers les actions historiquement, mais à travers le monde et l'univers obligataire également depuis quelques années. Plus personne n'attend rien de la Chine. On a quitté la Chine en 2023 comme étant une terre de désespérance totale pour les investisseurs. Je caricature un peu, mais c'était quand même l'état d'esprit qui animait il y a quelques jours, quelques semaines encore les investisseurs quand on évoquait la Chine. Bruno, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Le premier jour de l'année, le premier jour boursier de l'année aujourd'hui, le marché chinois baisse encore. Donc on est toujours exactement dans la même logique. On baisse encore sur des nouvelles macro qui sont mitigées, voire mauvaises, avec un indice PMI. Enfin, il y en a deux. Donc il y en a un qui est toujours meilleur que l'autre. Mais enfin, globalement, c'est pas très bon. Et semble-t-il, le premier trimestre va être assez mauvais. Et quelque part, c'est ce qu'on le marché va aller toucher d'une certaine manière, en fait, pour pousser Pékin à faire quelque chose de manière plus massive. Alors, Pékin, depuis quasiment le début du dernier semestre, depuis juillet dernier, a pris un certain nombre de mesures, mais ça ne se voit pas encore. Alors, est-ce que les mesures ne sont pas assez fortes ? Ou alors, il y a un temps de latence qui est tout à fait possible. On reste dans un attentisme assez élevé. On a eu en plus, juste avant Noël, des mesures anti-Tencent. Mais oui, c'est reparti sur les jeux vidéo, voilà, 2 ans après le coup de... les mauvaises impressions de l'époque. C'est difficile. Non, c'est difficile. Non, mais quand je disais, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? À ne plus rien attendre de la Chine, est-ce que c'est justement le terreau qui peut faciliter des surprises économiques et qui peut créer des surprises chez des investisseurs qui n'attendent plus rien ? Un peu comme sur l'Europe, on n'attend pas grand-chose, clairement. Donc, et si on a 3 ou 4% de croissance cette année, ce sera un très bon chiffre, clairement. Je pense qu'on est loin de tout ça. Alors, il y a toujours l'immobilier qui plombe le sentiment, la confiance des consommateurs. Et l'immobilier, pour le moment, n'est pas du tout en phase de reprise. Au contraire, on baisse encore en termes de transactions. Donc, l'impact est quand même assez massif en termes de transactions. C'est quasiment une division par 2 par rapport au niveau plus élevé. Donc, vous imaginez quand même l'impact que ça peut avoir sur l'activité. Et puis, l'immobilier, c'est pas petit quand même dans une économie, et surtout en Chine. Donc, on a vraiment déjà quelque chose de très, 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 très mauvais. Ce qu'on risque d'avoir dans l'immobilier, c'est pas une reprise. À mon avis, l'immobilier est plombé pour des années, mais au moins une stabilisation ou alors un arrêt de la dégradation. Voilà. Oui, c'est ça. Ou une dégradation moins élevée, moins forte. Ce qui serait déjà une bonne nouvelle. Voilà. Oui, non, mais voilà, ça permet de donner un peu la perspective de ce que pourraient être des bonnes nouvelles économiques en Chine en 2024. Rappelons aussi un point assez intéressant quand même qu'il faut évoquer, c'est que Pékin, de manière assez, stratégique, n'avait pas forcément besoin de faire de la grande mesure pour relancer la machine cette année. Parce qu'on a un effet de base, en 2023. On a un effet de base qui est quand même là, qui fait que la croissance économique en 2023 va être de l'ordre de 4,5-5%. On ne va pas se plaindre quand même avec ça, même si c'est largement inférieur à ce qu'on aurait pu attendre du fait de l'effet de base post-Covid, ça reste un chiffre en absolu pas si mauvais que ça. Donc le sujet, c'est vraiment 2024, parce qu'en 2024, il n'y a plus d'effet de base. Donc si on veut maintenir une croissance au-dessus de 4, là, il faudrait qu'il fasse quelque chose, et c'est ce que le marché veut entendre d'une certaine manière. Comment on sort ? Est-ce que la Chine, c'est juste une histoire macro ? Alors pour des investisseurs, global macro, allocataires d'actifs, oui, sans doute, mais quand on est dédié à l'investissement dans les émergents, on ne peut pas s'affranchir, j'imagine, totalement du marché chinois. Bruno, alors on gère la pondération, etc. Non, mais moi, ce qui me fascine, c'est que derrière l'histoire macro, l'immobilier, la politique chinoise aujourd'hui, il y a aussi des histoires thématiques fabuleuses. Le véhicule électrique chinois. En 2 ans, la Chine est devenue le premier exportateur mondial d'automobiles dans le monde, avec le développement, bien sûr, de son industrie du véhicule électrique. BYD, sur le 4e trimestre, signe plus de livraisons de voitures que Tesla. C'est la première fois de l'histoire de BYD qui s'impose comme un leader électrique mondial et plus uniquement chinois. Buffett est actionnaire depuis 2008. Sur les chips,
évidemment, grande difficulté avec un contrôle technologique américain très fort, mais Huawei a quand même connu en 2023 une année de rattrapage, de dynamique de ses ventes. Et voilà, j'ai plus en tête les montants investis sur le secteur des semi-conducteurs en Chine, mais c'est délirant. La capacité de production des semi-conducteurs en Chine a peut-être doublé en 2-3 ans. Ouais, absolument. Alors on reste sur des semi-conducteurs de moindre, je dirais, de technologie moins avancée que peut faire TSMC notamment, quoi. On a toujours un sujet technologique sur les technologies les plus avancées, mais indéniablement la Chine investit beaucoup. Pas depuis avant-hier, en l'occurrence, elle investit beaucoup depuis longtemps déjà, avec des résultats relativement mitigés en termes d'avancement dans la technologie. Mais à un moment donné, ça va payer, quoi. Et de toute façon, ils n'ont pas le choix, parce qu'encore aujourd'hui, ASML a été interdit, entre guillemets, de leur livrer. On ne fait que raccourcir les calendriers de sanctions, durcir, effectivement. Donc, globalement, si j'ai envie de dire, le point Pékin est encore pas très sympathique avec certaines entreprises. C'est encore là, malheureusement. Les relations sino-américaines avec Biden qui demande à ASML de ne pas livrer, c'est encore là. Donc, deux gros sujets historiquement qui nous embêtent beaucoup sont encore là. La crise immobilière, elle est encore là. J'ai envie de dire, on ne va pas avancer encore, entre guillemets, quoi. Alors, la différence aujourd'hui, c'est comme on le disait, vraiment les attentes sont très très basses. Alors le delta positif qu'on pourra avoir à un moment donné, ou le marginalement positif, ça va avoir un effet positif sur les marchés, on l'espère. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc notre position en tout cas sur la Chine aujourd'hui, c'est restons prudents. On est légèrement sous-pondéré, pas énormément non plus, parce que comme les marchés ont beaucoup baissé. 60% de baisse depuis les points hauts de 2021 pour le MSCI China. Hein. La Chine qui pesait 40% de l'indice émergent, qui était un marché quasiment incontournable, est devenu un plus petit marché, même si ça reste le premier, quoi, à hauteur de 26,5%. Donc c'est une baisse quand même de poids considérable avec la baisse de la Chine, la hausse d'autres marchés, quoi. Et donc effectivement, si la Chine remonte, l'impact ne sera pas aussi fort que la baisse quand la Chine baissait sur l'indice émergent. L'effet d'entraînement chinois, sur le plan boursier en tout cas, a été divisé peut-être pas par deux, mais pas loin. Et souvent, c'est souvent le cas, en fait, quelque part. Alors, c'est quoi le bon niveau de la Chine dans le monde émergent ? C'est toujours difficile à dire, mais un quart, ça me paraît vraiment un niveau qui me... C'est un plancher. C'est un plancher, c'est ça. Compte tenu de la taille de la population, la taille de l'économie, les exportations, le poids de la Chine dans plein de critères. Un quart du monde émergent, ça me paraît un chiffre qui est un plancher. Ouais. Donc on est sans doute pas loin. Je comprends. Bon, premier trimestre, là, va être un peu clé de voir effectivement s'il y a vraiment l'idée d'un point bas et qui rassurerait les investisseurs peut-être pour la suite. Quoi. Là, on a besoin que Pékin fasse quelque chose peut-être d'un peu plus visible. Quoi. L'Inde ? Alors, on a comptabilisé, c'est pas moi qui l'ai fait, mais 8 années boursières positives consécutives pour l'Inde. L'Inde, c'est stop ou encore, Bruno ? Narendra Modi, zéro faute. Quoi. Avec des élections à venir au mois de mai. Quasiment. C'est pas les élections qui font le plus peur dans le monde émergent ? Ah non. Non. C'est aussi les marchés, et on peut avoir tort bien sûr, mais les marchés pensent vraiment que Modi sera réélu. Tout le monde pense globalement que Modi sera réélu, ce qui est une bonne chose, j'ai envie de dire, pour la pérennité des réformes économiques qui ont été prises, qui sont massives, entre guillemets. Vraiment, on a passé un cran, clairement. Quoi. On a un potentiel de croissance qui est peut-être de 2 points de plus que ce qu'on avait auparavant, quoi, compte tenu de ça justifie la valorisation du marché indien aujourd'hui, qu'on a toujours considéré comme étant le cher dans les émergents. Oui. Encore une fois, les marchés, tant qu'on a accélération d'un certain nombre de critères, de facteurs, comme la croissance bénéficiaire, comme même la croissance économique en général, le prix, c'est pas très important. C'est au moment où on commence à ralentir qu'on regarde le prix. Quoi. Mais là, on n'est pas dans cette logique. Et cette croissance assez forte en Inde, elle n'est pas inflationniste pour le moment, en tout cas. Quoi. Ça peut être le cas. Mais parce que les mesures structurelles qui ont été prises permettent justement cette meilleure croissance à un coût d'inflation moins élevé. Quoi. Et ça reste un marché boursier stratégique pour vous. Il y a pas absolument stratégique. On a plus de 20% sur ce marché dans nos portefeuilles.
Et on a beaucoup d'histoires de croissance forte, de croissance domestique, un taux de pénétration dans plein de secteurs très très basse. Vraiment, la plus belle histoire émergente pour les 20 prochaines années. On a envie de dire ça tous les ans, bien sûr. Quoi. Ça ne veut pas dire que le marché sera le meilleur peut-être l'année prochaine, que cette année, pardon, mais on est assez serein sur ce. On a vu le phénomène aussi. Plus la Chine a déçu, plus l'Inde a généré d'enthousiasme. Et inversement, si la Chine repart sur un trimestre, on aura peut-être un peu moins d'enthousiasme va se calmer, bien sûr. Mais à long terme, ça reste une histoire extraordinaire. C'est établi aujourd'hui pour vous. Il nous reste une minute. On a parlé de la Chine, de l'Inde, incontournable. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un ou d'autres jokers pour vous intéressants, les deux jokers qui sont intéressants, qui ont quand même bien fonctionné aussi en 2023. C'est d'une part l'Amérique latine qui a bien marché, et d'autre part, je dirais la technologie asiatique, surtout Corée-Taïwan, les semi-conducteurs, qui dans un environnement vraiment d'offre-demande encore compliqué jusqu'à il y a quelques semaines, performe très très bien. Là. Et là, on a des perspectives très très bonnes pour cette année, au moins les 18 prochains mois, en termes d'offre-demande. On est dans la bonne phase du cycle pour l'industrie des semi-conducteurs. Là. Alors, la bourse a anticipé quand même. On a presque 75% de hausse sur Hynix l'année dernière, donc clairement, c'est... et donc, on va atteindre sans doute le point élevé sur boursier, en tout cas pour ces titres comme Samsung, TSMC, Hynix, dans les 6 à 9 prochains mois, j'ai envie de dire, alors que le cycle va être encore assez positif jusqu'en 2025. Mais il faudra être prudent, peut-être, à mon avis, à partir de l'été, c'est un peu notre scénario. Pour l'Amérique latine, là, on a des devises qui ont cartonné quand même. Le réal brésilien. Le réal a monté, le peso mexicain a monté. On a un potentiel de taux réel élevé et donc de baisse des taux qui a déjà commencé dans plusieurs pays, dont le Brésil, mais qu'on reste élevé. Donc là c'est vraiment l'histoire de baisse des taux. C'est pas tant en Asie qu'on le trouve, le potentiel de baisse des taux en Asie n'est pas élevé. Encore une fois, on a un potentiel de réappréciation des devises en Asie. En Amérique latine, une réappréciation des devises, ça paraît compliqué parce qu'elles ont quand même bien monté, mais quand même une baisse des taux, ça a un impact positif sur les actifs risqués. Des prêts, bien sûr. Donc il faut toujours être au Mexique et au Brésil. Merci beaucoup Bruno. Merci pour ce tour d'horizon des marchés émergents clés, on dira avec vous, et les marchés qui retiennent votre attention en ce début d'année 2024. Bruno Vanier, le président de GMO Assets, qui était avec nous, l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.